J'habite J'habite ou je lutte. ou je lutte. J'habite ou je lutte. J'habite ou je lutte. J'habite J'habite ou je lutte. Je m'appelle Vanessa Jérôme. Je suis sociologue du politique. Mon nom est Pierre-Luc Landry. Je suis écrivain et professeur en études littéraires, culturelles et médiatiques. La sociologie est une lutte. La littérature est un lieu. Et au croisement de ces territoires intellectuels, nous nous sommes rencontrés. J'habite ou je lutte. J'habite ou je lutte. Une série de conversations thématiques qui entrelacent art, littérature et sciences sociales pour discuter ensemble et avec nos invités de l'état du monde et contribuer à le transformer. Partager lectures, textes inachevés, photos prises sur le vif, souvenirs de films, musique ou sons incalculés, pensées virevoltantes, suspendues, reprises plus tard, plus loin ou abandonnées. Voyager par la pensée. Mettre les mots au pluriel pour faire honneur à la diversité des expériences et des vies humaines et non humaines. Crier nos colères sous toutes leurs formes. Échafauder ensemble des scénarios de transformation du monde. Nous vous souhaitons la bienvenue ici. Nous vous souhaitons la bienvenue ici. J'habite ou je lutte. Épisode 2. Échec. Partie 1. Entretien avec Florian Grandena et Éric Mathieu. Alors, ça nous fait très plaisir, Florian et Éric, à Vanessa et moi, que vous soyez avec nous aujourd'hui. Bonjour, d'abord et avant tout. Bonjour. 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 Bonjour, Vanessa, bonjour. Je vais lancer la discussion sans plus tarder, sans préambule, en vous posant une question toute simple, à savoir comment avez-vous eu l'idée de cet ouvrage, donc le livre, l'ouvrage collectif que vous avez dirigé et qui est paru à la fin de 2023 aux éditions Somme Toute. D'où vous vient cette idée? Éric. Alors, oui, l'idée m'est venue en fait parce que ça m'intéressait d'étudier, en fait, de lire et de comprendre certains concepts dont on parle peu dans la littérature, des choses comme la honte, la colère, la jalousie ou l'échec. Et je savais que dans la littérature anglophone, on avait beaucoup parlé de l'échec. Et que donc il y avait toute une littérature là-dessus, mais beaucoup, beaucoup moins en français. Donc ça m'intéressait d'avoir des idées sur ce thème-là, parce que ce qui est intéressant, c'est de parler de ces thèmes un peu tabous, dont on parle jamais quand on est dans la création, quand on écrit, quand on fait de la musique, on fait du sport, n'importe quoi. On est tout de suite confronté à l'échec, mais c'est quelque chose qui est un peu tabou, on n'en parle pas, on a honte, on est vraiment dans une société où on ne parle que du succès, dans une société Instagram où tout le monde est beau, musclé, vraiment avec une peau parfaite. Et bon, les résultats sont souvent exceptionnels, mais on voit jamais comment on est arrivé là. Quelqu'un qui est super musclé sur Instagram, ça, c'est tout un travail, des gens qui tombent presque malades parce qu'ils se nourrissent d'une certaine façon pour avoir des muscles, et cetera. Donc on voit jamais l'envers du décor. Et moi, en tant qu'écrivain, ça m'intéressait de voir l'envers du décor. Et puis quand j'ai cherché un petit peu, je me suis rendu compte qu'il y a un tas d'écrivains qui souffrent de ça, de l'échec, qui ratent constamment, leur premier roman ou qui recommencent sans arrêt. Donc ça m'intéressait à la fois d'étudier, ma propre, notion d'échec par rapport à mon écriture, mais aussi voir ce qui se faisait, ailleurs chez les écrivains, les écrivaines, contemporains ou, plus anciens. Et j'ai découvert qu'il y avait beaucoup de gens qui, en fait, avaient, confronté cette notion d'échec dans leurs, travaux. Et donc après, comme l'idée c'était un collectif, je voulais réunir, le maximum de gens autour de ce thème avec, comment dire? Un style différent pour chaque texte. Et l'idée de travailler avec Florian aussi m'est venue parce que, bon, ça fait des années qu'on travaille séparément, sur, nos affaires. Moi d'un côté la linguistique ou la fiction, Florian sur, le cinéma, sur les études queer. Et donc j'avais vraiment envie de faire, quelque chose avec lui. Et donc c'était vraiment ça, donc je me suis embarqué là-dedans avec lui. Donc c'était un peu comme un test et je trouve qu'on a vraiment bien travaillé ensemble.
Il n'y a eu aucune dispute, etc. Donc c'était intéressant de travailler avec lui et de voir jusqu'où on pouvait aller sans avoir de dispute. Finalement, ça s'est très bien passé et on a eu vraiment, en fait, on peut dire que l'ouvrage est un succès dans la façon dont ça a été édité, avec les gens avec lesquels on a travaillé, Emmanuel Dorion aussi chez l'éditeur. Pour moi, c'était vraiment un résultat vraiment formidable. La couverture, le titre, tout était vraiment fantastique. Donc c'est un peu ça le début du projet. Et moi, j'avais en fait, j'avais envie de regarder l'échec sous un aspect existentialiste, parce qu'en relisant Sartre, je me suis rendu compte que l'échec était finalement à la base de sa philosophie. Donc, c'était pas juste quelque chose comme ça dont il parlait comme un à côté, c'était vraiment quelque chose qui faisait qui était partie entière de sa philosophie. Et je me suis mis à lire ces 3 tomes de son ouvrage sur Flaubert, L'idiot de la famille, qui est pas très connu. En fait, je pense que personne l'a lu. C'est énorme. Moi, j'en ai pas lu, j'en ai lu qu'un bout. Mais il parle beaucoup de Flaubert aussi, qui était vraiment constamment confronté à la notion d'échec, qui avait énormément de problèmes pour écrire. Et évidemment, nous, on est dans une société où on regarde que le travail terminé, que le canon de la littérature, où on regarde Madame Bovary comme quelque chose de parfait et on ne voit pas du tout le travail qui est derrière. Et c'est intéressant parce que si on va en ligne, on voit en fait tout le manuscrit de Madame Bovary et tous les problèmes qu'il a eu pour l'écrire, ainsi que la correspondance qu'il avait avec une amie et toutes les idées suicidaires qu'il avait en fait chaque jour en écrivant ce roman. Donc c'est un peu ça le début de l'ouvrage et du collectif. Et Florian, tu voulais ajouter quelque chose? Oui, je voulais juste rebondir sur ce que disait Eric par rapport à la collaboration, notre collaboration à nous. Je me souviens vraiment très très bien le jour où il m'a parlé donc de ce projet de livre. Je me souviens, on était dans la cuisine en fait. On était dans la cuisine et Eric me dit on devrait travailler sur le thème de l'échec. Moi, ça me plaît. Je me sens en échec en tant qu'écrivain. Et puis moi, j'étais là. Le thème de l'échec, a priori, ne m'inspirait pas vraiment. Je trouvais très intéressant. À la limite, plus intéressant pour moi en tant que lecteur potentiel, mais pas forcément en tant que co-éditeur ou en tant que participant, en fait. Et je lui dis, mais moi, j'ai absolument rien à dire sur l'échec. Il m'a dit, bah voilà, c'est ta position. Et puis donc voilà, donc il m'a dit ça m'a convaincu et on s'est embarqué donc dans ce projet qui était relativement fluide hein, en fait. Tout le travail d'édition était relativement simple. C'est beaucoup de travail, ça c'est clair. Pour moi, c'était quasiment 6 mois de travail, 6 mois de mon congé sabbatique, hein, comme pour Eric. C'était énormément de travail, mais ça n'a pas été un travail particulièrement difficile. C'était intense, mais pas difficile, je pense. Alors Eric vient de le souligner hein, tout de suite. Pour commencer, l'idée du collectif, de faire un ouvrage collectif est venue quasiment tout de suite avec l'idée même du thème. C'est vrai que c'est un ouvrage qui crée du collectif, qui crée du commun. Est-ce que justement le choix d'un ouvrage collectif et pas d'un ouvrage individuel, c'était aussi une manière d'être en accord avec une des thèses finalement de l'ouvrage qui est que il y a sûrement moyen, il est sûrement temps de lutter contre les logiques capitalistes, néolibérales de notre société qui séparent finalement. Est-ce que c'était une forme de cohérence aussi sur le fond? Bah, c'était surtout aussi de rassembler des gens autour de ce thème. Parce que si, par exemple, moi ou à deux, avec Florian, on avait écrit un ouvrage complet sur la question, on aurait pu continuer à se sentir isolé, mais l'idée, c'était d'aller vers l'autre pour que tout le monde commence un peu à parler de ce sujet tabou. Donc, en réunissant tout ce groupe de personnes, on s'est rendu compte très vite que tout le monde avait quelque chose à dire là-dessus. Et je pense que c'est vrai aussi dans la société, dans la vie de tous les jours. Tout le monde a quelque chose à dire sur l'échec parce que c'est quelque chose d'humain et qu'on a tous vécu. Donc, l'idée, c'était de rassembler des gens autour de ce thème et de montrer aux lecteurs et aux lectrices
qu'il ne s'agissait pas d'une thèse individuelle ou d'un problème d'un auteur ou d'une autrice en particulier, mais que c'était un concept de la société en général et qu'on avait tout un groupe, une dizaine de personnes ou plus, qui s'intéressaient à ce concept-là. Donc c'était ça l'idée du collectif. Et je trouve que on le voit dans certains textes, certaines personnes n'avaient aucune idée de ce qu'elles allaient faire. Donc par exemple, Julia Mine et Maïssa Belgeloul l'ont dit, je crois, au début, elles n'avaient aucune idée de ce qu'elles allaient faire. Donc c'est pour ça qu'elles se sont rencontrées, qu'elles ont eu une discussion. Donc ça a donné finalement le registre de leurs textes. Et c'est en parlant qu'elles ont découvert un tas de choses sur elles-mêmes et sur leurs problèmes d'écriture par rapport à l'université, etc. Donc elles ont beaucoup appris, si j'ai bien compris, d'après leurs propos, sur elles-mêmes, sur leur processus. Et je pense que ça, c'est très utile pour les lecteurs et les lectrices parce qu'on peut apprendre beaucoup là-dessus et on peut se retrouver aussi, hein, comme quand on lit un roman. Il y a beaucoup de psychologie dans un roman et c'est la même chose ici, il y a beaucoup de psychologie dans le livre. Donc, plein de gens se retrouvent dans ça et je trouve que c'est réconfortant parce que du coup, on se sent mieux et on peut aller de l'avant et malgré les échecs, on peut continuer à écrire, à faire de la musique, du sport ou n'importe quelle activité créatrice. Oui, Florian? Je pense que l'idée et la nature du collectif sont absolument essentielles pour un thème comme celui-ci. Parce qu'il y a autant de sentiments d'échec qu'il y a d'individus. Donc plus il y a des gens qui témoignent, qui écrivent des choses personnelles, théoriques, autobiographiques ou fictionnelles sur le sujet, mieux ce sera pour le projet lui-même. Et je pense qu'il aurait été maladroit que Eric et moi, juste nous deux, écrivions un livre sur l'échec. On est quand même deux hommes blancs privilégiés dans la société canadienne tout de même. Et parler de l'échec aurait été, juste nous deux en tout cas, parler uniquement de l'échec en duo ou en cercle fermé aurait été peut-être un petit peu contre-productif ou peut-être pas très bien compris auprès des lecteurs et des lectrices potentielles. Et là, l'important, c'est d'avoir une pluralité des voix et des témoignages, comme avoir une pluralité des formats aussi, parce qu'il n'y a pas vraiment deux textes qui se ressemblent dans le livre. Donc, je pense que il était très important de fragmenter un petit peu le monolithe qu'est l'échec et de finalement mettre l'accent sur plein de petits morceaux qui correspondent vraiment à l'expérience personnelle, affective de toutes les personnes qui ont contribué au livre. Je voudrais juste ajouter quelque chose par rapport à ta question tout à l'heure, Vanessa, parce qu'en fait, je n'ai pas répondu à cette partie de ta question sur le néolibéralisme. C'était très important de confronter ce sujet de l'échec, pas par rapport à ce qui se fait en général dans la littérature d'aujourd'hui, parce qu'on parle souvent de l'échec, aussi bien dans la littérature anglophone ou francophone, comme vraiment quelque chose qui va déboucher sur le succès. On nous donne des exemples, par exemple, dans l'ouvrage Les Vertus de l'échec de Charles Pépin, de Serge Gainsbourg, par exemple, qui a vraiment galéré une grande partie de sa vie avant d'avoir du succès. On nous cite toujours J.K. Rowling et combien de fois elle a été refusée avant d'avoir du succès. L'idée, c'était pas de faire ça. L'idée, c'était de montrer que l'échec, c'est vraiment à la base de tout travail de création et que c'est quelque chose qui disparaît jamais. Et que finalement, qu'on soit publié ou non, qu'on ait du succès ou non, ça n'a rien à voir avec cette notion d'échec parce qu'on est vraiment en train d'analyser un travail fini et on base le succès finalement sur des chiffres, sur la popularité. On peut être un excellent écrivain, très réputé, apprécié des critiques et à vendre beaucoup de livres. On peut dire que ça, c'est un succès. Donc, on ne se place pas du tout sur cette notion d'échec versus succès par rapport à quelque chose qui est populaire, qui fait de l'argent, etc. Parce que c'est souvent ce qu'on lit quand on lit sur l'échec. Hein, c'est toujours des exemples de personnages connus qui ont réussi dans la vie. Et on peut très bien réussir dans la vie sans être un écrivain célèbre qui vend, je sais pas moi, 100 000 ouvrages par année, sans forcément être le chanteur ou la chanteuse de l'année. Donc, on n'est pas du tout dans cette logique du succès et du néolibéralisme, par conséquent.
Et tout à l'heure, Florian, tu mentionnais la contradiction que ça aurait été de publier ce livre uniquement ensemble, Éric et toi, sans collaborateurs et collaboratrices qui diversifieraient aussi la prise de parole. Je prends la balle au bon sur ce mot, contradiction, et je vous pose une question qui est un peu difficile, mais en même temps, vous me connaissez, ce n'est pas un piège, c'est que je veux qu'on puisse y réfléchir à voix haute ensemble. Parce qu'il y a peut-être aussi une contradiction dans le fait de produire une pensée collective autour de la revalorisation de l'échec et de le faire dans une forme qui ne peut pas nécessairement déroger à 100% aux formes néolibéralisées de production de la pensée. Je veux dire ici un livre, et un livre surtout dont on espère qu'il aura du succès ou un certain succès, qu'il sera une réussite. Et là, je n'impose pas du tout une grille de vision monétaire, nombre de copies vendues, mais on espère en tout cas qu'il va rejoindre un certain lectorat et qu'il va faire émerger une réflexion, etc. Donc, comment est-ce qu'on résout cette contradiction-là entre la valorisation de l'échec, mais à travers un objet qu'on espère deviendra un succès finalement? Oui, Florian, on t'écoute. Ben, en fait, j'assume tout à fait cette contradiction parce que notre place dans la société capitaliste, dans la société néolibérale, se caractérise entre autres par la contradiction. Je veux dire, on bénéficie de certaines des retombées économiques du néolibéralisme et on condamne le néolibéralisme pour ce qu'il fait à la planète, pour ce qu'il fait aux relations entre les individus, pour ce qu'il fait aux universités actuellement en Amérique du Nord, par exemple. Donc, être dans la société actuelle, c'est être dans une contradiction. Et je pense que c'est très existentiel, ça, que du moment où on grandit dans une société, en tout cas occidentale, on est la plupart des temps dans la contradiction parce qu'on profite de ce qui nous aliène, mais ce qui nous aliène continue de nous aliéner malgré les profits qu'on tire du système en question. Donc pour moi, on fait avec réellement. Mais pour vraiment revenir au livre, il était très important de mettre en avant la pluralité des voix, en sachant très bien que quand on édite et publie un livre comme celui-ci, le succès ne va pas vraiment se chiffrer de façon très très claire, ne sera pas quantifiable, parce qu'on sait que les ventes pour ce genre de livres sont relativement faibles. Et là, on peut aussi relativiser ou savoir ce que ça veut dire exactement, ou définir ce que ça veut dire des ventes faibles. Est-ce que c'est 500 exemplaires, 3000 exemplaires, selon les genres littéraires? Mais oui, faire publier un livre sur l'échec dans le monde de l'édition québécois actuel, ça peut être un peu saugrenu. Et en même temps, d'après le retour que l'on a de la part des lecteurs, des lectrices, au Salon du Livre de Montréal, de l'Outaouais, les discussions qu'on a eues avec les gens, le livre n'est pas un échec. Le livre a son impact, auprès des lecteurs en tout cas. Est-ce qu'il aura un impact au-delà de notre petit lectorat? Peut-être que oui, peut-être que non. Ça, on le saura peut-être même jamais par ailleurs. Je ne sais pas si je réponds vraiment très très bien là. Ben, en fait, c'est pas un piège comme question, mais c'est une question insoluble, bien entendu. Donc, j'aime bien ce que tu proposes. On fait avec, c'est-à-dire que l'alternative serait de ne tout simplement rien faire, de se taire et de regarder le train passer. Donc, ben oui, moi, je trouve que tu réponds très bien à la question. Mais Eric, est-ce que tu veux ajouter quelque chose là-dessus? Oui, non, en fait, simplement que c'est un bel exemple, finalement, cet ouvrage, pour illustrer ce que je vous disais tout à l'heure, parce que pour moi, c'est un succès énorme, dont la façon dont ça a été édité, je pense que d'une certaine manière, c'est un peu comme une mayonnaise qui a bien pris, parce que on n'avait pas forcément en tête ses collaborateurs, collaboratrices, mais tout a bien fonctionné comme si c'était écrit d'avance. Et on a eu donc la chance d'avoir un travail éditorial vraiment formidable, la couverture, la couleur, etc. Tout est un succès pour moi. Ça ne veut pas dire qu'on en vend des milliers. Donc de ce côté-là, bah, ça dépend un peu comment on regarde le succès de cet ouvrage. Si on va comparer avec un autre ouvrage qui a vendu 20 000 exemplaires l'année dernière, on en est très très loin. Donc de cette manière-là, c'est pas un succès. Moi, ce qui m'a intéressé, c'est justement le commentaire d'une lectrice que j'ai vue en ligne qui parlait de l'ouvrage. J'ai dit, ah oui, c'est très intéressant. Mais finalement, malgré tout ce qu'ils disent, c'est quand même un ouvrage sur le succès.
parce que malgré tous les échecs, peut-être quotidiens ou cette sensation d'échec, on arrive toujours au bout du compte comme un succès. Le livre en est un exemple parce qu'il est abouti, donc il est publié, il se vend quand même un petit peu, on en parle dans les médias, c'est un succès, et que finalement, ces écrivains qui se plaignent de ne pas pouvoir écrire, etc., ils arrivent quand même à être publiés, ils arrivent à s'en sortir. Ça, j'ai trouvé ça intéressant parce que finalement, bon, c'est une question de degré. On accepte cette notion d'échec pour aller de l'avant, mais peut-être que finalement, c'est là où il y a la contradiction. On est quand même dans l'espérance d'avoir quand même un succès au bout du compte, même si on ne parle pas de chiffres. On est quand même là pour créer, pour publier des choses, mais je pense que c'est l'acte de création qui est le plus important. C'est là où c'est un succès à 100% pour moi. Alors, on parlait tout à l'heure d'aller vers l'autre, d'aller vers les autres. Je sais que cet ouvrage est le fruit à la fois d'un appel à contribution et d'un choix que vous avez fait tous les deux de demander des contributions à certaines personnes que vous connaissiez, dont vous appréciez sûrement le travail. Alors, moi, je me demandais comment est-ce que les gens ont réagi, les gens à qui vous avez proposé de participer à ce projet. Et puis, qu'est-ce qui vous faisait penser qu'ils auraient quelque chose à dire sur l'échec, dans le fond? Qu'ils ne le prendraient pas mal, d'une certaine manière, en se disant, mais quoi, comment, pourquoi on me demande à moi un texte sur l'échec? Et puis voilà, comment est-ce que vous aviez imaginé que cette fameuse mayonnaise prendrait sûrement? Florian, pour commencer. Alors, d'après ce dont je me souviens, euh, euh, enfin, Eric et moi, on a invité certaines personnes, on a lancé un appel aussi. Pour les personnes qu'on a invitées, moi, je me souviens avoir proposé simplement, très, très simplement, est-ce que tu seras intéressé de travailler sur le thème de l'échec, sans prendre de pincettes, sans imaginer que ça pouvait faire, comment dire, comment dire, écho à une expérience personnelle de la personne. Et toutes les personnes auxquelles j'ai parlé, et je pense que Eric a eu une expérience similaire, c'était, ah, c'est vraiment un thème intéressant, ça m'intéresse vraiment. C'était plus que pourquoi moi, est-ce que tu essaies de me faire comprendre quelque chose ou quelque chose comme ça. C'était vraiment, voilà, comment dire, une espèce de point focal original. Mais il n'y avait pas vraiment de réaction personnelle, de rejet personnel par rapport, ou de réaction dubitative quant au thème. Je me souviens que certaines personnes me disaient: «Ah, mais moi, j'ai écrit sur l'échec un peu indirectement, mais j'ai peut-être un texte que je pourrais te proposer, un extrait d'un roman ou une réflexion que j'ai menée un petit peu ailleurs et que je pourrais mener un peu plus loin encore». Ce qui prouve dans le fond que c'est une expérience, partagée en fait. C'est-à-dire, c'est comme, si je te comprends bien, ça va de soi, c'est-à-dire ça ne fait pas question, ça coule tout seul, ça va de soi. On peut faire un texte sur l'échec, c'est assez communément partagé, comme expérience, comme intérêt, comme, voilà, pour qu'on se sente pas particulièrement interpellé ou en tout cas pas personnellement interpellé, par une invitation à contribuer sur ce thème. Non, je voulais, comment dire, rajouter qu'en fait, non seulement il n'y avait pas, comment dire, de sentiment de rejet ou de sentiment d'une attaque personnelle ou quelque chose d'un peu paranoïaque du tout, mais au contraire, j'ai eu le sentiment que les gens voulaient en parler, que les gens avaient des choses, comment dire, qui portaient une espèce de fardeau, oui, une espèce de fardeau psychologique, ou qui traînaient des expériences négatives liées à l'échec, et que les gens, non seulement n'étaient pas offensés qu'on les approche, mais avaient besoin de partager une expérience ou un écrit, une réflexion sur le sujet avec nous. Il y avait une vraie motivation derrière. Et une motivation qui s'appuyait, entre autres, mais pas uniquement, mais qui s'appuyait sur une expérience un peu difficile du système économique actuel, des universités actuelles qui deviennent de plus en plus des corporations et des entreprises, des gens qui étaient en échec aussi, peut-être un peu plus intimes, hein, comme par exemple Julia et Maïssa qui parlent de leur dyspraxie et de leur dyslexie, par exemple. Donc, il y avait vraiment plutôt une réaction genre: «Ah, ça m'intéresse, c'est original. Vraiment, j'ai envie de participer».
Donc c'était plutôt, cathartique que vexatoire comme comme, proposition. Éric, tu as envie d'ajouter quelque chose? Oui, en fait, les gens ont été ciblés, je pense, parce que, finalement, bon, certaines personnes, en fait, je savais, nous savions, Florian et moi, qu'ils connaissaient, par exemple, les travaux de Albert Stamm en anglais. Donc forcément, ici, il y avait une connivence, donc on savait à qui on s'adressait. Et on savait que ces personnes-là connaissaient donc les travaux en anglais là-dessus. Par exemple, bon, quand j'ai écrit finalement à Kevin Lambert, tout de suite, il a dit, ben, c'est le sujet de ma thèse de doctorat. Alors bien sûr, ça m'intéresse. Euh, donc, il y avait quand même certaines personnes qui étaient déjà intéressées à ce sujet-là. Pas forcément que moi, je savais que c'était le sujet de sa thèse, mais parfois, c'est ça un peu l'osmose. Quand quelque chose se passe bien, on cible les gens de manière parfaite. Et donc, lui, il était prêt à participer à ça. Mais si mes souvenirs sont bons, on a quand même envoyé un petit texte d'introduction. Donc, c'était pas juste ciblé dans le genre est-ce que ça t'intéresserait de travailler sur l'échec? Et puis la personne le prend personnellement. Il y avait quand même un petit texte un petit peu plus théorique qui expliquait le concept, qu'on avait beaucoup écrit là-dessus, etc. Donc, on pouvait ne pas forcément le prendre personnellement. Et puis, il y avait certaines personnes qu'on connaissait par rapport à leur histoire personnelle, par exemple Myriam Daly par rapport à la langue, cette constante critique que, par exemple, qu'elle peut avoir de ses pairs arabophone en disant que bon, elle parle pas forcément la langue aussi bien qu'elle pourrait, etc. Donc toutes ces notions-là, on les connaissait. Et finalement, quand on a fait un appel, je voudrais juste clarifier, on a fait un appel effectivement parce que c'est comme ça que ça fonctionne, mais on n'a pas eu forcément beaucoup de rétroaction par rapport à cet appel. Donc ce qui s'est passé, c'est que finalement après, on a ciblé pas mal de personnes. Beaucoup en fait ont dit oui et ensuite ont dit non. Pas mal de personnes ont dit non tout de suite. Ça s'est pas fait forcément avec la liste qu'on a là pour le moment. Il y a eu quand même un certain travail là-dessus. Mais je pense que les personnes qu'on ciblait, donc soit on les ciblait par rapport à un côté théorique que nous savions, ou là où on savait qu'il y avait un partage, ou alors on savait qu'il y avait quelque chose de personnel qui pourrait les intéresser dans le thème. Et de l'autre côté du spectre, ou en tout cas de l'autre côté du processus, c'est-à-dire on vient de parler de la fabrication du livre, mais une fois que c'est terminé, je me demande en fait, d'une part comme écrivain, tous les deux, d'autre part comme directeur littéraire de cet ouvrage collectif, et ensuite également comme lecteur de cet ouvrage-là, est-ce que le projet en lui-même, Échec et vomissement, est-ce que ça a changé votre regard sur l'échec et sur vos échecs personnels? Et à contrario, sur la notion de succès, peut-être aussi, parce que de réfléchir à un des pôles du binôme nous permet aussi de relativiser l'autre pôle de ce même binôme-là. Et donc, qu'est-ce que ça vous a fait? Est-ce que le livre vous a transformé? Est-ce que le projet vous a confirmé quelque chose? Là, je vous mets des mots dans la bouche, donc je vais arrêter de poser ma question et je vais vous laisser exprimer votre expérience sur ce sujet. Oui, Florian. Bah, en fait, moi, ça m'a plutôt conforté dans mon opinion personnelle sur l'échec. Comme j'ai dit plusieurs fois, durant nos tables rondes et lorsque j'ai rencontré des lecteurs dans les salons du livre à Montréal et à Gatineau, là récemment, comme je disais, moi, je croyais pas au- je ne croyais plus vraiment à l'échec à ce moment-là, même maintenant, je ne crois plus vraiment à l'échec, autrement que comme euh, l'effet d'un regard social. Donc quelque chose qui vient de l'extérieur. Il peut y avoir des émotions soi-disant négatives qui sont un instinct chez l'être humain, comme la colère, hein, par exemple. Être en colère, c'est un mécanisme de défense. Mais l'échec n'est pas un instinct chez l'être humain. L'échec, c'est un apprentissage, c'est un acquis. C'est pas quelque chose de naturel à proprement parler. Et ça, je le comprends encore plus maintenant après avoir édité le livre avec Eric, mais j'étais déjà à cet endroit-là avant d'avoir commencé le travail. Euh, et pour moi, c'était réellement difficile d'écrire mon texte parce que je sentais vraiment que je n'avais rien à dire sur le sujet, tellement que j'étais en paix avec cette partie comment dire, de mon existence où je me sentais en état d'échec.
Cependant, pour moi, ce que j'ai compris un petit peu plus tard en écrivant mon texte en l'occurrence, c'est que pour moi, l'échec était l'occasion rêvée, une belle opportunité pour déconstruire le succès tel qu'on le comprend dans notre société néolibérale nord-américaine. Et surtout, ce qui m'a semblé intéressant, c'était en éditant donc tous les textes avec Eric, c'est d'explorer les points de vue de nos contributeurs et de nos contributrices, de voir ce que ces personnes-là avaient à dire sur l'échec, quelles étaient leurs pratiques de l'échec, leur compréhension de l'échec, jusqu'à quel point ces gens-là embrassaient l'échec ou le rejetaient. Là, moi, j'ai beaucoup plus appris sur les autres que sur moi-même en travaillant sur le livre. Donc, le livre a traversé ton expérience personnelle et l'a transformé, mais ça a confirmé quelque chose qui était une intuition ou une impression de départ, évidemment. Et de ton côté, Eric, est-ce que c'est un peu la même chose? Comme tu as été l'instigateur Mhm. du projet, on peut imaginer, bien sûr, que tu avais une Ouais. certaine compréhension de l'échec dans une certaine mesure, bien sûr, qui s'alignait avec ce que vous alliez faire. Mais oui, je voudrais t'entendre un peu là-dessus, peut-être. Bah, oui et non, parce que finalement, ça a été vraiment une recherche pour moi. Mon essai m'a pris vraiment beaucoup de temps pour l'écrire. Il est assez court, mais il a fallu que je lise beaucoup des auteurs dont je parlais. Il y en a quatre, Akin, Joyce Carol Oates, Mishima et Romain Gary. Et donc, ça a représenté beaucoup de lectures, mais donc j'ai, appris beaucoup de ces auteurs et autrices-là dans leur travail, cette notion d'échec qui revenait constamment dans leur correspondance, dans leur journal, etc. Mais j'ai aussi beaucoup appris en relisant Sartre, que finalement, même si, comme Florian le disait tout à l'heure, l'échec, c'est pas quelque chose d'inné chez l'humain, donc on est vraiment dans le contextuel, c'est quand même à la base de l'expérience, finalement, de l'humain, parce que, selon Sartre, nous sommes libres, donc parce que nous sommes libres, nous sommes condamnés à l'échec. Ça fait partie de notre destin, finalement. Mais j'ai donc trouvé en étudiant ce concept-là existentialiste, que c'était finalement quelque chose de très positif. Donc ça a vraiment changé mon point de vue sur l'échec, parce que si l'échec est vraiment à la base de l'expérience humaine, peut-être pas de la nature humaine, mais de l'expérience humaine, ok, donc de quelque chose qui fait partie de la contingence, eh bien, c'est quelque chose qu'on ne peut pas éviter et c'est quelque chose qui nous rend forts parce que ça fait partie de nous. Et finalement, on ne peut qu'essayer de faire mieux, de consacrer sa vie, chaque minute de sa vie à garder espoir, de créer, d'aller de l'avant. Et c'est vraiment du travail qui est en progrès, qui se développe, et on essaye de faire le mieux possible, mais il n'y aura pas de fin à ça. OK? Et ce qui est intéressant, c'est que quand on lit Sartre, lui, c'était pas simplement l'échec quelque chose de théorique, c'était aussi une pratique personnelle, parce que finalement, on ne sait pas vraiment que lui-même ne finissait pas ses projets. Il avait un tas de projets qu'il n'a jamais terminés. L'idiot de la famille en 3 tomes, c'est énorme, mais c'est pas terminé. Il a un tas de trucs qu'il a abandonnés, qu'il regrettait d'avoir abandonnés, mais ça faisait partie de sa pratique personnelle, et donc il disait, bon, bah ok, c'est comme ça. Donc je trouve que c'est très intéressant, très enrichissant, et moi, ça me donne beaucoup d'optimisme de voir quand même un philosophe comme ça, qui fait de l'échec une pratique personnelle, qui est finalement reconnue par beaucoup de monde, mais c'est pas du tout se placer dans sa tête à lui, parce que dans sa tête à lui, l'échec, c'était fondamental, et ça faisait partie de sa vie de tous les jours. Donc ça, pour moi, ça a été quelque chose de très positif. Ça m'a vraiment donné beaucoup de courage, parce que c'est un peu finalement, en redécouvrant cet aspect de l'existentialisme que je connaissais ou que j'avais oublié, ou peut-être que je ne connaissais pas à fond finalement. J'ai beaucoup appris là-dessus et ça m'a donné du courage pour écrire, mais aussi pour ma vie en général, pour toutes mes activités. Et c'est l'idée d'essayer au maximum et que peut-être il n'y aura pas de fin en soi. Peut-être je ne serai jamais satisfait de mon prochain roman parce que ça ne sera pas le roman que je voulais écrire, mais ce n'est pas grave. C'est vraiment pas grave. Au moins, on pourra dire de moi, il aura essayé. Oui, en étant insatisfait dans une certaine mesure d'une de nos propres réalisations, je pense au texte, à l'entretien que Florian a mené avec
cinéastes Jacques Martineau et Olivier Ducastel dans le livre où on dit finalement que ce petit échec d'avoir une insatisfaction par rapport à l'œuvre une fois qu'elle est terminée, c'est ce qui nous permet de faire la prochaine. Donc, c'est aussi un motivateur dans une certaine mesure. Mais je voudrais vous forcer un peu à répondre à une partie de la question que vous avez peut-être involontairement ignorée. C'est tout à fait correct. Je ne vous fais pas des reproches en ce moment. Simplement, c'est parce que je sais que moi, j'aurais beaucoup de choses à dire là-dessus. Et donc, j'imagine que vous aurez quelque chose à dire aussi sur la lecture de l'ouvrage. Donc, les contributions que vous avez recueillies dans cet ouvrage-là, est-ce que leur lecture, et que ce soit la lecture éditoriale avec le regard de celui qui veut aider le texte à arriver à son aboutissement, le texte et son auteur ou son autrice, mais aussi comme j'imagine que vous avez consommé, entre guillemets, le livre comme des lecteurs également. Et est-ce que le livre, à quelque part, vous a transformé aussi après la lecture des textes des gens que vous avez rassemblés autour de cette idée de l'échec? Moi, il y a des choses très précises que j'ai apprises, par exemple, justement, dans l'entretien avec les cinéastes dont tu parlais tout à l'heure, Pierre-Luc. On apprend un tas de choses. J'ai appris un tas de choses sur le monde du cinéma, sur comment fonctionne le financement des films, sur qu'est-ce que ça veut dire pour un film d'échouer par rapport à un livre, parce qu'un film coûte beaucoup d'argent. Et c'est intéressant de regarder finalement l'industrie cinématographique, parce que si pour un studio, un film fonctionne très très bien, ça va être beaucoup d'argent pour d'autres films plus petits. Donc il y a tout un contexte comme ça dans l'industrie qui est très intéressant par rapport à l'échec. Donc moi j'ai beaucoup appris justement par l'intermédiaire de cet entretien. Beaucoup appris aussi avec le dialogue entre Julia et Maïssa, parce que finalement, on ne se rend pas compte de l'impact finalement chez les étudiants de la dyslexie. Et je crois que finalement, ce que j'ai appris aussi, c'est que en tant qu'universitaire, finalement, on n'a aucune idée de ce que nos étudiants ou les étudiantes peuvent subir finalement à cause de problèmes d'apprentissage, et que finalement l'université n'est pas prête du tout à soutenir ses étudiants et ses étudiantes, parce que, bon, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de personnel, mais que ces étudiantes-là ont souffert beaucoup du manque de soutien de l'université. Parce que d'un côté, on veut qu'elles réussissent au maximum leur thèse, l'écriture, mais en même temps, il n'y a pas d'aide quand on a des problèmes d'apprentissage. Donc ça, c'est aussi quelque chose que j'ai appris, aussi par rapport à ma propre institution, finalement, parce que il ne s'agissait pas de l'Université d'Ottawa, mais je pense qu'on peut généraliser. Il y a beaucoup d'universités où c'est le cas. Finalement, les étudiants et les étudiantes n'ont pas le soutien qu'ils aimeraient. J'ai appris beaucoup, justement, par le biais de ces textes-là. Même chose pour le texte de Myriam, par rapport, finalement, à cette déchirure qu'elle ressent, parce que ce texte est un texte fiction, mais finalement, c'est un texte très personnel. Cette déchirure qu'on peut ressentir quand on est entre deux cultures, et c'est quelque chose que moi, personnellement, je ressens tout le temps, parce que je me sens toujours entre deux, ce qui est à la fois terrible parce qu'on se sent toujours à l'écart du monde, finalement. Ça peut être aussi positif parce qu'on est dans sa bulle et on peut finalement réfléchir à ce qu'on va écrire, à ce qu'on va dire. Mais elle parle très bien de ce là entre finalement le Québec et la Tunisie, ce déchirement de la langue, cette langue originelle qu'elle a perdue. Donc ça, j'ai trouvé très intéressant de parler de l'échec de ce point de vue-là, parce que ça allait au-delà de l'échec finalement de la création, hein. C'était quelque chose qui est à la base, la langue, c'est quand même très important, et la culture et ce déchirement qu'elle ressentait, j'ai donc beaucoup appris par rapport à ça. Donc les textes, oui, effectivement, m'ont beaucoup appris, et en les lisant, ça m'a un peu fait réfléchir, finalement, à des problèmes que moi-même j'ignorais. Donc, j'espère que les lecteurs et les lectrices sentiront la même chose, qu'ils apprendront quelque chose sur des sujets pour lesquels, en fait, finalement, les publications actuelles ont peu d'intérêt. Merci beaucoup. Et Florian, de ton côté? En fait, moi, j'ai une relation enfin, de lecteur un peu ambivalente vis-à-vis de livres, parce que je n'arrive pas à le lire comme un lecteur, on va dire, innocent ou naïf, dans le sens large du terme. Je continue à regarder le livre
comme quelque chose un livre que j'ai coédité avec Eric. Donc j'ai encore ce rapport un peu analytique et critique de l'éditeur. Je me donne encore quelques mois pour reprendre le livre et pour le lire de nouveau en entier, pour me le réapproprier. Mais on dit souvent que l'échec est finalement une opportunité pour mieux se connaître soi-même. Dans le cas du livre, pour moi, l'échec, c'était une opportunité pour mieux connaître les gens qui ont contribué. Parce que la plupart des gens qui ont contribué sont des personnes que je connaissais auparavant, qui sont soit des connaissances, soit des amis proches. Et pour moi, c'était vraiment, vraiment intéressant de voir comment toutes ces personnes ont pu avoir un sentiment d'échec et pourquoi ces personnes ont pu avoir un certain sentiment d'échec. Et ce qui était un petit peu déroutant parfois, c'est de me retrouver dans ce que disaient les personnes, alors pas me retrouver à 100%. Je ne pouvais pas m'identifier à 100% dans les expériences des autres parce que le processus d'identification est fort complexe. Il fonctionne à beaucoup de niveaux différents, mais il y avait quelque chose dans tout ce que disaient nos contributeurs, nos contributrices, quelque chose dans lequel je me retrouvais. Euh, Par exemple, dans l'expérience du capacitisme de Maïssa et de Julia, je ne suis pas dyspraxique, je ne suis pas dyslexique, je vis avec beaucoup d'anxiété et avec du stress post-traumatique suite à une expérience difficile de la maladie. Et mon institution ne m'a pas accommodé correctement. Et ce manque d'accommodement a créé plus de stress post-traumatique, plus d'anxiété. Donc, je me suis retrouvé dans le témoignage de Julia et de Maïssa à ce niveau. Je me suis retrouvé dans le témoignage aussi de Mattia aussi dans son texte qui est très 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 joliment écrit, qui est tellement pertinent et intéressant. Euh, Lui-même parlait de stress qu'il faisait vomir, ce dont je me souviens. Moi, je me suis retrouvé dans des situations où j'étais stressé au début de ma carrière à un point où le cœur battait tellement fort qu'il m'était presque impossible de respirer à fond, de respirer normalement. Et ça, c'est quelque chose qui m'est arrivé pendant des années quand j'ai communiqué dans des conférences. Et c'est là où, dans ma vie, j'ai eu un sentiment très aigu de l'échec qui était vraiment relié directement au syndrome de l'imposteur, que j'ai réussi, et j'en suis fort aise, que j'ai réussi à détricoter et à mettre vraiment, vraiment de côté maintenant. Donc voilà, donc mon rapport au livre, c'est celui-ci, c'est encore celui d'un éditeur, mais celui aussi d'une personne qui arrive à se retrouver dans absolument tous les textes, mais aussi à mieux connaître les contributeurs. Par exemple, lire le texte d'Éric, pour moi, était fort, fort intéressant et enrichissant. Éric et moi, on se connaît depuis presque 30 ans, et en lisant son texte à lui, j'ai appris quelque chose sur lui. Ce qui est d'ailleurs peut-être l'une des choses les plus intéressantes pour moi vis-à-vis du livre. C'est très beau ce que vous dites et on pourrait en parler pendant des heures et des heures, mais par contre, malheureusement, nous ne disposons pas d'heures et d'heures pour cette conversation. Donc, je vais laisser la parole à Vanessa qui a d'autres questions pour vous. Mais merci beaucoup. Oui, j'en ai une notamment parce que pendant que je vous écoute, je me dis, mais dans le fond, on parle aussi pas, enfin, on ne parle pas que de l'échec, on parle de la violence. Beaucoup la violence de l'institution, que l'institution, les institutions nous font, y compris l'institution académique qui est censée nous accueillir, nous permettre d'éclore, qui est censée être une forme de cocon maïeutique, si j'ose le dire comme ça. Et puis qui finalement violente beaucoup. Alors du coup, je m'interrogeais sur le travail que vous avez fait en tant que, voilà, auprès des auteurs que vous aviez. Comment est-ce qu'on travaille avec eux ces textes? Comment je pensais à une phrase de Cocteau, je crois que c'est dans Le Coq et l'Arlequin, où il dit le tout dans l'audace, c'est de savoir jusqu'où on peut aller trop loin. Alors, quand on est sur ce thème, quand on a des gens, a priori en plus, avec lesquels on entretient parfois des relations amicales, ou
comment est-ce qu'on les aide à accoucher jusqu'au bout du meilleur texte possible, sans les blesser, sans faire réaffleurer aussi, trop de choses violentes ou douloureuses, ou en tout cas de les accompagner jusqu'au bout, jusqu'au moment où ça va donner quelque chose une création, ça va donner un texte, ça va donner une œuvre, toute réduite qu'elle soit, en termes de pages. Voilà, comment on les accompagne pour traverser ce réaffleurement de violence ou d'expérience d'échec jusqu'à ce que ça donne à la fin un livre. Éric? Oui, c'est une question très intéressante parce que finalement, oui, tu parles de violence. Et effectivement, je pense que c'est correct de parler de violence. Et par exemple, Mercedes, dans son texte, parle du contexte universitaire néolibéral et de sa violence pour tous les professeurs qui n'ont pas la permanence, par exemple. C'est une souffrance terrible que les professeurs oublient vite après, finalement, comme si c'était jamais arrivé. Et personne n'en parle, mais c'est très, très violent dans certains contextes. Et c'est aussi un métier où on est jugé constamment, sans arrêt, évalué chaque année pour chaque cours, pour un tas d'affaires. C'est très fatigant. En tant qu'écrivain aussi, on est évalué constamment. L'éditeur lit l'ouvrage, enfin, le manuscrit, on est rejeté constamment, on est jugé constamment. Donc finalement, quand on édite un livre, on veut vraiment faire tout le contraire de ce qui a été fait avant. Moi, en général, j'ai fait tout le contraire de ce qu'on a pu faire avec moi par le passé, parce que je reconnais quand il y a de la violence dans les échanges entre moi et les autres, qui avaient un rapport hiérarchique. Donc j'essaie d'éviter tout ça et de faire le contraire. Et donc, mon travail d'éditeur, je pense, Florian, c'est la même chose. On est là pour faire des suggestions, pour poser des questions, pour ne rien imposer, peut-être parfois de jouer un petit peu sur le rythme de la phrase ou peut-être aider à développer, vraiment être là pour l'auteur et l'autrice sans finalement acte de violence par rapport à l'écriture, parce que c'est très personnel et c'est normal, les gens le prennent très personnellement. On a beau dire, il ne faut pas le prendre personnellement, c'est juste un travail. Non, les gens le prennent personnellement, mais je pense que ça dépend comment on le dit. Si on pose une question, au lieu d'écrire un énoncé, supprime cette phrase-là, on peut dire à la place, tu ne penses pas que ça serait bien de supprimer cette phrase-là, etc. Donc, il y a une façon de le faire, et je pense que quand on le fait de la bonne manière, les gens l'acceptent tout à fait, il n'y a pas de problème. Mais ça prend du tact, et je pense que pour avoir du tact, il faut avoir vécu ces problèmes de violence avec la hiérarchie par le passé. Oui, Florian, tu voulais rajouter quelque chose? Bah, disons que Eric et moi, on était très clairs avec nos auteurs et nos autrices. C'est que tout le monde avait le champ libre. Il n'y avait absolument rien de prescriptif de notre côté. C'est que les gens parlent de l'échec vis-à-vis de leur mariage, de l'écriture d'un scénario, je sais pas, d'un repas raté ou quoi que ce soit. Les gens pouvaient parler vraiment de ce qu'ils désiraient. Et le travail que nous devions faire avec Eric, c'était un travail sur la forme pour les amener plus loin et non pas pour les empêcher de dire ceci ou cela. Si les gens avaient besoin de s'auto-censurer, c'est à eux de décider s'ils voulaient parler de tel ou tel aspect de leur expérience ou de parler de telle ou telle chose dans leur texte fictionnel ou dans leur témoignage. Donc, il n'y avait absolument aucune censure ou aucun tabou de notre part. Les gens parlaient de ce qu'ils désiraient et nous faisions le travail principalement sur la forme. Alors, comme le disait très bien Eric, s'il y avait un problème dans le rythme d'une phrase ou s'il y avait des répétitions, s'il y avait des zones grises, on était là pour le souligner, pour dire, bah, est-ce que tu veux développer ou cette partie est redondante avec la précédente, etc., etc. Vraiment du travail d'édition, mais absolument aucun travail sur l'échec lui-même. Il y avait un champ libre absolu, je pense.
Je trouve que c'est une des réussites de cet ouvrage, c'est d'avoir justement tous ces textes qu'on sent, quand on le lit, on sent qu'ils ont été écrits librement, que les auteurs et les autrices ont été accompagnés, mais qu'il y a une forme de liberté, il y a une forme de respect pour leur écriture, autant que pour leur expérience. Ça, je crois que ça se sent bien. On sent aussi la cohérence malgré tout, même si les textes sont très différents, à la fois sur le fond et sur la forme. Il y a une forme de cohérence, d'unité qui est aussi donnée, je crois, par l'introduction que vous avez écrite à quatre mains, dont j'adore le titre, que j'aime répéter: Citron, limonade et tarte meringuée, la tyrannie du succès face à l'échec permanent. Je trouve que c'est à la fois joyeux, subversif, intelligent, délicat. J'aime beaucoup ce titre. Et du coup, je me demandais, il y a le travail que vous avez effectué avec ceux qui ont écrit avec vous cet ouvrage, mais aussi le travail peut-être un petit peu plus délicat de l'autre côté, alors plus délicat, je ne sais pas, en tout cas différent, avec la maison d'édition. Parce que dans le fond, vous êtes un peu à l'interface entre la maison d'édition et les auteurs. Comment est-ce qu'il a été reçu ce projet? Bonjour, on voudrait éditer un ouvrage collectif sur l'échec. Est-ce qu'il y a eu un travail particulier? Est-ce que vous-même avez été finalement conseillé, accompagné? Voilà, c'est quoi le travail d'édition un peu autour de cet ouvrage? Je sais pas, qui veut commencer? Eric, peut-être? Oui, en fait, ben, c'est là où c'est vraiment un succès vraiment phénoménal parce que je trouve que le projet a été très, très bien reçu et que justement Emmanuel Dorion a été à la fois, je pense, la rédactrice, la personne qui nous a accompagnés dans l'édition du livre, mais elle a été donc aussi directrice du projet en quelque sorte. Donc elle avait comme deux rôles. Donc c'était vraiment la seule personne à qui on parlait. Et justement, elle n'a pas eu du tout de commentaires sur le fond. Elle a accepté tout à fait la liberté dont les auteurs et les autrices on fait part. Et donc, aussi dans le registre de chaque texte, de thème, etc., il n'y a eu aucune critique par rapport à ça. Donc, ça a été très, très bien accepté. Et je pense que justement, l'ouvrage reflète bien cette relation qu'on a eue avec notre éditrice et qu'il y a eu un travail phénoménal sur la forme, hein, au niveau des corrections, au niveau de la mise en page, beaucoup de travail sur toutes les notes à la fin des chapitres, etc. Vraiment un travail formidable, très précis, mais une grande liberté par rapport au thème, au concept. Donc ça a été vraiment extra, quoi. Je veux dire, on ne pouvait pas rêver mieux, à tel point qu'on a envie de recommencer et de faire la suite sur le thème de la jalousie. Et donc de faire un petit appel par rapport à la jalousie. On a déjà un titre, etc. La jalousie te crèvera le cœur. Et on voudrait recommencer parce que quand on a une bonne expérience, on veut la renouveler, bien évidemment. Donc l'idée, ça serait de continuer. On a vraiment été impressionnés par la maison d'édition. Et je crois que bon, on n'est pas les seuls. Ils ont vraiment des titres très, très intéressants, toute une galerie de choses formidables. Donc, vraiment très impressionné. Et on ne peut jamais savoir au début, hein, on ne sait pas avec qui forcément on va travailler. Donc, ça a été vraiment un succès à 100% là-dessus, vraiment très, très heureux. Et je pense que c'est aussi grâce à Emmanuel que cet ouvrage est l'ouvrage qu'il est, parce que c'est vraiment super, une expérience vraiment positive. Florian, tu disais d'ailleurs tout à l'heure que ça t'avait pris tout ton temps, ce projet, un temps que tu aurais peut-être pu passer à d'autres choses, mais on imagine que tu as été ravi. Tu as cette expérience-là aussi par rapport à la maison d'édition? Ah mais absolument, c'était vraiment une collaboration très très fluide et agréable, professionnelle, efficace et relativement rapide aussi hein, quand on y songe parce que on nous avait fait comprendre que si on pouvait soumettre notre manuscrit terminé à telle ou telle date, on pouvait assurer une publication au mois à l'automne 2023. Et, euh, et le plus gros du travail euh, d'édition s'est fait sur 4 ou 5 mois pendant les mois d'hiver et de printemps 2023. C'était un travail très, très concentré. On a énormément travaillé, Eric et moi.
Tous nos contributeurs, les contributrices ont été vraiment aussi collégiaux et collégiales que possible. Et finalement, ça a été relativement fluide dans son ensemble. Ah, c'est sûr que parfois, certains auteurs, certaines autrices n'ont pas le temps de travailler aussi rapidement que cela. Mais c'est tout à fait normal. Quand on travaille avec une dizaine ou une douzaine de personnes, tout le monde ne travaille pas exactement au même rythme. Mais le travail avec la maison d'édition a été absolument formidable. Et si on a trouvé cette maison d'édition, c'est grâce à un de nos contributeurs, Mattea Scarpula aussi. Donc c'est lui qui nous a suggéré de soumettre notre projet là-bas. Et en effet, dès qu'on a écrit notre projet, qu'on l'a envoyé à la maison d'édition, tout de suite, on a eu un retour très, très positif et enthousiaste. Ensuite, le projet a dû passer par plusieurs comités, plusieurs personnes avant qu'on puisse avoir le feu vert définitif. Mais ça a été, oui, comme je disais tout à l'heure, fluide et agréable. Et puisque toute bonne chose a une fin, il faut s'arrêter à un moment. Je sens qu'on pourrait poursuivre cette conversation pendant longtemps. Mais avant qu'on se quitte, j'ai une petite question sur la réception de l'œuvre, en fait, parce que ça fait maintenant quelques mois que votre livre est paru, donc à l'automne 2023. Et donc, vous avez eu l'occasion, comme vous l'avez mentionné à quelques reprises, de voyager avec le livre, de vous rendre dans certains salons du livre, de rencontrer des lecteurs et des lectrices, de parler avec les médias aussi. Donc, j'aimerais savoir comment se passe la réception de ce livre-là, à la fois dans les médias, dans le monde académique, auprès des lecteurs-lectrices, mais aussi ailleurs. Et qu'est-ce que cette réception particulière vous apprend aussi et pourrait nous apprendre sur la notion d'échec? Donc, Florian, je te lance sur la question et ensuite on passera à Eric. Quand j'étais au Salon du Livre de l'Outaouais, le SLO, il y a 2 ou 3 semaines de cela, une remarque est revenue une bonne dizaine de fois quand je parlais avec des collègues, avec d'autres maisons d'édition, ou des lecteurs et des lectrices. C'était, les gens avaient l'air de s'arrêter cette fois-ci sur le titre. On disait échec et vomissement. Ça, c'est un titre qui accroche. On s'en souviendra longtemps de celui-ci si on le lit, si on l'achète et tout. Donc ça, c'était assez intéressant. Alors, tandis qu'à Montréal, on me parlait plus du thème de l'échec, mais pas du tout du titre du livre. Et quand j'ai donné des interviews donc à la radio, à la télévision, un petit peu à la presse aussi, ce qui avait l'air d'accrocher les gens, c'était la dimension appliquée de l'échec. C'est-à-dire, OK, l'échec, c'est quelque chose que tout le monde vit à un moment ou à un autre, mais, et là, on me posait la question comme si j'étais le spécialiste intergalactique de l'échec ou une espèce de coach de vie de quelque nature. On me demandait, mais professeur Grandena, qu'est-ce qu'il faut faire avec l'échec? Est-ce que vous conseillez nos auditeurs ou nos lecteurs? Qu'est-ce que vous feriez, vous, avec l'échec? Et moi, j'avais beau dire, ben écoutez, je suis pas coach de vie, c'est pas moi de dire ce que les gens doivent faire avec l'échec. Je peux vous parler de mon expérience personnelle, mais qui est personnelle, qui a aucune qualité universelle. Donc, c'était un décalage qui était un petit peu amusant de voir que d'un côté, on parlait de l'échec dans son ensemble, dans la création artistique, dans l'écriture, dans l'élaboration d'un scénario, dans l'expérience du monde universitaire et par extension dans le monde du travail. Mais on me demandait tout de même ce que c'était à niveau appliqué l'échec et qu'est-ce qu'on devait en faire. Est-ce que c'était normal d'être en échec? Et je trouvais ça un petit peu, pas agaçant, mais bon, au bout de 4 ou 5 fois, la question revient. On me dit, mais j'ai pas écrit le livre pour conseiller les gens, mais c'est pour faire réfléchir sur le thème et sur l'expérience de l'échec réellement. Mais c'était plus amusant qu'autre chose, hein, j'avoue. Il faut dire aussi qu'une partie de la tournée médiatique qui t'a amené dans différents médias radiophoniques, télévisuels et journalistiques s'est produit autour de la fin de l'année, donc autour des fêtes de fin d'année, Noël, le jour de l'an et tout ça, et que la question de la résolution de la nouvelle année a été abordée à quelques reprises, et je le dis avec beaucoup d'amour et d'humour, parce que c'est pas un échec en soi de la réception critique, mais c'est plutôt une de ces particularités, en fait, que je ne sais pas de votre point de vue si vous l'aviez vu venir, cette particularité, mais moi, comme lecteur, spectateur, j'ai trouvé ça quand même assez amusant. C'était assez amusant. Je m'attendais pas du tout à ce qu'on se fasse une espèce de fixation sur les résolutions
de début d'année. Je comprends tout à fait pourquoi les journalistes voulaient parler de l'échec sous cet angle-là, parce qu'il y avait un intérêt, comment dire, médiatique et commercial du moment, c'est clair. Mais je m'attendais pas vraiment à cet angle-là, à cet angle d'attaque-là. À certains moments, j'ai vu que certaines discussions allaient assez loin dans cette direction. À un certain moment, je ne sais plus quelle interview c'était exactement, mais j'ai eu peur qu'on me demande de m'exprimer sur le sentiment d'échec que des personnes faisant des régimes pourraient comment dire, ressentir. Là, je me dis, mon Dieu, pourvu qu'on ne me demande pas ça, dire, je fais un régime, je suis en échec. Professeur Grandena, qu'est-ce que vous conseillez? Bah, arrêtez votre régime. J'ai absolument aucun conseil à donner à ce niveau-là. Mais c'était ça qui me dérangeait un petit peu, c'est cet angle-là du conseiller de vie. Alors que non, du tout. Moi, comme j'ai dit tout à l'heure, moi, sur l'échec, finalement, j'ai pas tant de choses à dire que ça à présent. Il y a 10 ans, ça aurait été autre chose. Mais pour moi, l'échec est intéressant comme considération conceptuelle qui permet de déconstruire autre chose, réellement. Et Eric, de ton côté, est-ce que tu as une expérience similaire ou différente du point de vue de la réception du livre? Florian, c'est vraiment lui qui a joué le rôle hein, du coach de vie en fin d'année ou en début d'année. Donc, il a fait ce travail-là. Moi, je me suis tenu un petit peu à l'écart. Ce que j'ai ressenti, c'est qu'il y avait aussi une certaine perception de certaines personnes, certains journalistes, comme si c'était une collection d'essais. Et c'est pas une collection d'essais, donc je voudrais pas que ça soit pris pour une collection d'essais universitaires, c'est pas le cas. Peut-être le texte qui est comme un essai, c'est le mien, mais c'est même pas un essai traditionnel parce que ça mélange des choses personnelles. Donc c'est vraiment pas quelque chose d'universitaire. Ça peut intéresser l'universitaire, mais c'est vraiment accessible à tout le monde. Donc il y a eu cette perception parfois de certaines personnes. Mais je pense que c'est normal et je ne sais pas si je devrais le lire, mais souvent les journalistes interrogent, ils n'ont pas lu le livre très courant, donc ils se basent sur une fiche qui fait une page. Donc forcément, ils ne savent pas de quoi parle le livre, mais on va quand même te poser des questions, il faut quand même avoir un entretien. Donc ça arrive souvent, c'est normal. Mais c'est pas grave, comme Pierre-Luc disait tout à l'heure, c'est pas grave. Le livre, il existe, puis bon, il fait sa vie, et puis si les gens veulent voir ça comme ça, c'est vraiment pas un problème, on n'a pas le contrôle là-dessus. Et d'une certaine manière, ça fait partie du succès, entre guillemets, du livre. Si les gens pensent qu'ils vont trouver quelque chose de pratique là-dedans et que Florian Grandena est un coach de vie, bon, pourquoi pas, si ça fait vendre le livre, il n'y a pas de problème, j'ai aucun problème avec ça. Pour se sentir moins seul, en fait, ça peut être aussi un des effets psychosociaux de ce livre-là. Donc, pourquoi pas? Est-ce que vous avez des remarques à faire avant qu'on se quitte, avant qu'on termine? Est-ce qu'il y a des choses qu'on n'a pas abordées ou que vous n'avez pas dites que vous voudriez dire absolument avant que l'entretien soit terminé? Moi, j'ai une question pour Pierre-Luc Landry, qui est à la fois l'un des contributeurs du livre et un des lecteurs du livre. Toi, ton sentiment en lisant le livre, je ne sais pas si tu as le temps de le lire en entier, si tu as fait une sélection de textes et tout, mais quel est ton sentiment après avoir parcouru ou lu avec plus ou moins de profondeur de tous ces textes-là? Qu'est-ce que tu retires du livre? Et qu'est-ce que tu retires de ces témoignages, de ces textes fictionnels? Qu'est-ce que tu retires du texte d'Éric et du mien, par exemple, parce qu'on se connaît quand même depuis une bonne douzaine d'années maintenant? Est-ce que tu as appris quelque chose sur l'échec, sur nous par rapport à l'échec, ou sur l'échec en général avec les autres textes? Ben merci de me renvoyer la question et je l'accueille avec grand enthousiasme, surtout que je vous ai un peu fait la morale tout à l'heure en vous disant que vous n'aviez pas bien répondu à ma question, mais c'est justement parce que, en fait, vous me permettez d'expliquer un peu mieux pourquoi. C'est que, oui, j'ai lu le livre du début à la fin parce que pour moi, l'expérience de participer à un recueil collectif, elle se situe là aussi, c'est-à-dire que bien sûr, on travaille chacun et chacune de notre côté sur notre propre texte qu'on envoie au directeur ou à la directrice de l'ouvrage qui nous fait des commentaires. Mais dans tout ce processus-là, du début jusqu'à la fin, jusqu'à la parution du livre, on est rarement lu par tout le monde et on se lit rarement entre nous. Et donc, moi, j'ai cette petite éthique personnelle qui me pousse à lire l'ouvrage collectif auquel j'ai participé, mais du début à la fin, pour rendre honneur à toutes les personnes qui ont contribué. Et tout au long du livre,
livre, j'ai pris des notes, j'ai surligné des passages, j'en ai souligné d'autres, j'ai ajouté des petits signets, j'ai corné des pages. Mon exemplaire, bon, il est encore assez joli, mais il accuse cet usage que j'en ai fait. Et en réalité, je pourrais résumer mon impression à une seule réaction, parce que c'est elle qui est advenue le plus souvent, et c'était celle de, en fait, je déposais le livre et je me disais, mais ouais, c'est ça, c'est exactement ça. J'ai trouvé une formulation ici qui me parle de moi-même. J'ai trouvé là une image qui me dit quelque chose sur moi. J'ai trouvé dans un autre texte ce qui me permettrait de dénouer un nœud dans ma pensée. J'ai découvert un concept auquel je n'avais pas pensé avant et qui me permettra de continuer ma propre exploration du thème de l'échec. Donc, oui, je l'ai reçu comme lecteur, en fait, comme un ouvrage transformateur qui, bien évidemment, et là, c'est parce que ben, j'étais biaisé en partant, j'avais un intérêt pour le sujet lui-même, que j'avais déjà traité dans d'autres textes et que je voulais continuer d'explorer, et un billet qui était un peu, je dirais, peut-être partagé aussi par vous deux en tant que directeur de l'ouvrage et l'ensemble des collaborateurs et collaboratrices, un billet positif face à l'échec. Euh, donc, j'ai pas nécessairement changé ma vision de l'échec, ma vision du succès non plus, et mon opinion sur l'injonction néolibérale à réussir constamment, mais je me suis réconforté. J'ai trouvé une communauté et j'ai aussi trouvé des petites perles qui me permettront de continuer à penser et à avancer et à écrire. Et je me permets d'en citer une parce que c'est une toute petite phrase de rien du tout. Et ce n'est pas, je ne choisis pas de citer celle-là au détriment des autres, simplement c'est qu'elle est facilement retrouvable aussi dans le livre parce que je l'ai identifiée par un petit papillon adhésif. Donc, c'est une citation qui est extraite du texte de Mathias Carpula, Vomir, écrire, résister. Et à un moment, il dit ceci: je respire sans autre finalité que celle de respirer. Et donc, c'est une phrase super simple. C'est pas la phrase la plus lyrique qu'on aura jamais lue. C'est pas une phrase complexe qui fait appel de manière intertextuelle à 13 autres penseurs et à plein d'autres ouvrages, mais c'est une phrase euh, qui ressemble très étrangement à un petit cri que je lance presque au quotidien devant les feux à éteindre et tous tout ce qui se place entre moi et l'objectif que je caresse au quotidien. Je répète ça à tout le monde dans mon entourage à un point où ça devient agaçant, mais je me dis souvent, et moi je le formule comme ça, je dis, mais est-ce que je veux juste pouvoir exister? Est-ce que je peux juste vivre? Est-ce que je peux simplement être? Et je l'avais pas, j'avais pas nécessairement réalisé à quel point je répète cette phrase-là jusqu'à temps que je la lise sous la plume de quelqu'un d'autre, avec des mots différents, évidemment, mais je respire sans autre finalité que celle de respirer. En fait, j'ai l'impression que c'est probablement ça à quoi j'aspire dans la vie, à exister, à être et que ce soit suffisant. Et de savoir que quelqu'un d'autre que moi-même a écrit cette phrase, qu'il l'a écrit beaucoup mieux que moi, j'aurais pu l'écrire. Je trouve que c'est un grand réconfort pour tout ce qui fait mal à mon humanité. Et je ne dis pas réconfort au sens, je cherche pas un coach de vie dans la littérature, mais j'y trouve quand même des manières de vivre, des formes de vie. Et c'est, je pense, en tout cas pour moi, personnellement, comme auteur faisant partie du collectif, comme lecteur et comme co-animateur avec Vanessa de ce podcast, c'est ce que je considère comme étant la grande réussite du livre, en fait. C'est qu'il m'invite à continuer à vivre de d'autres manières que celles qui sont les manières plus traditionnelles, si je peux dire ça comme ça. Florian, ta main levée, je ne sais pas si tu voulais reparler. Oui, je voulais poser une question similaire à Vanessa, en fait. Toi, tu n'as pas contribué au livre, mais tu l'as lu. Tu te l'es joliment approprié. Je me souviens de notre première conversation. J'aimais beaucoup comment tu parlais de livre. Et je voulais savoir vraiment quelle a été ta première réaction quand tu avais entendu parler d'un collectif sur ce thème-là, sur le thème de l'échec, et quelle avait été ta réaction, ton sentiment principal à sa lecture. Alors moi d'abord, j'ai adoré le titre, j'ai adoré le sous-titre.
J'ai adoré beaucoup des titres, en fait, des textes qui sont dans cet ouvrage parce qu'à mon oreille, politiste, à mon oreille, de quelqu'un, voilà, qui a eu une expérience, comme élu dans le monde politique, pas que académique. Hem, J'aime pas les mots fades et je trouvais que, le premier mérite de cet ouvrage et qu'on le sentait, dans les mots employés pour les titres, parce que c'est ce qu'on voit en premier, en dehors de la couleur qui est très belle. Et qui se voit bien. Je sentais cette espèce de force, subversive, en fait. J'ai pris l'ouvrage et j'étais presque comme convaincue avant de lire les textes parce que je me suis dit: «Voilà quelque chose qui est là pour perturber, qui est là pour déranger. Ça va me faire penser». Alors, évidemment, après la crainte, c'est que ça échoue à tenir ses promesses. Évidemment, parce que quand le titre est alléchant et que le contenu est décevant, bon, voilà, on est 2 fois déçu presque. Fort heureusement, c'était pas le cas. J'ai beaucoup aimé ce livre. J'ai aimé presque tous les textes et en fait, je les ai aimés tous parce que ceux que j'aimais moins ou ceux qui m'agaçaient ou certains passages m'agaçaient, j'aimais les détester. C'est-à-dire que tous me faisaient penser, parce qu'on pense soit avec, soit on pense contre. C'est aussi une manière, voilà, de s'agacer, de se mettre en colère, de travailler, avec sa colère. Et donc en fait, même quand j'aimais pas, j'aimais, et dans le fond, peut-être que même si le mot est pas très joli, je dirais que la plus grande, peut-être vertu de cet ouvrage, c'est son utilité. Je crois qu'il a une utilité sociale, fondamentale. Je voudrais il y a quelques livres comme ça qu'on lit et puis on se dit: «Oh mais je voudrais vivre sur une planète où tout le monde aurait lu ce livre. Je voudrais qu'on partage ça comme commun, et ce livre en fait partie, parce qu'il a cette capacité politique au sens large, à retourner, la violence finalement, à faire retour, à travailler, à créer quelque chose à partir de la violence et à créer ce mouvement ici collectif de retour. Violenter ceux qui nous violentent, je crois que c'est un droit, c'est presque un devoir, c'est un incontournable. On ne pourra pas continuer à vivre et à créer dans un monde, où on ne pourrait pas se permettre, où on n'oserait plus être violent avec la violence. Alors, oui, j'ai beaucoup aimé ce livre, vraiment et merci d'avoir été là, merci de l'avoir écrit, merci d'avoir été jusqu'au bout. Il y a des œuvres inachevées, et pas que chez Sartre, donc merci d'avoir été au bout et puis, ben, on attend du coup avec une immense, impatience je ne sais pas si c'est un épisode 2 parce que, voilà, vous nous avez mis en appétit avec cette jalousie. On va peut-être, laisser du coup à Éric le mot de la fin, puisqu'il a eu, l'idée du début, et de lancer tout ça. Peut-être qu'on prendrait un joli mot, de toi pour finir. Bah, tout simplement, oui, c'est très intéressant ce que tu viens de dire. Et quand tu parlais des passages que tu n'aimais pas, mais finalement que tu appréciais, finalement des passages que tu n'aimais pas, j'ai trouvé ça très intéressant parce que finalement, je m'en rends compte maintenant, c'était, oui, choquer un petit peu le lecteur et la lectrice, on le sent par le titre, par l'introduction et cetera. Ce sont des thèmes un petit peu difficiles, violents et j'espère, par exemple, que la suite, s'il y a une suite sur la jalousie, que les contributeurs et les contributrices, justement, aient des passages un petit peu, choquants presque pour, bousculer un petit peu, le lectorat. Je pense que ça, c'est très important et c'est intéressant que tu mentionnes ça. C'est la première fois que j'entends parler de ça. Ça m'étonne pas maintenant que tu en parles, mais ça, c'est aussi une réussite parce que, il y a des sujets difficiles. Parfois, la façon dont les auteurs, les autrices, parlent d'un thème, c'est difficile, à entendre certaines vérités.
Peut-être c'est là où les passages sont plus difficiles, ou la façon dont ça a été expliqué. Mais c'est intéressant parce que ça dérange le lecteur et la lectrice. Et je pense qu'un livre, ça a cette fonction-là aussi, comme tu dis, une certaine violence. Il faut aussi parfois se secouer. Et j'espère que la jalousie fera la même chose parce que c'est encore un thème tabou et il faut secouer un petit peu les gens, le lectorat. Donc ça, c'est intéressant ce que tu dis. Donc j'espère qu'on va renouveler l'expérience avec le prochain ouvrage. Ben, en attendant, pour les lecteurs et lectrices qui n'ont peut-être pas encore été bouleversés ou bousculés et qui voudraient l'être, ben, évidemment, le livre, il est disponible dans toutes les bonnes librairies. Et si on ne le trouve pas, on peut toujours le commander. Je répète, les coordonnées de l'ouvrage pour ceux et celles qui voudraient se le procurer ou aller le consulter en bibliothèque. Donc, le titre, Échecs et vomissements, réflexion sur l'insuccès comme mode de vie et philosophie. Un livre sous la direction de Florian Grandena et Éric Mathieu, qui est avec nous aujourd'hui, avec des contributions de Mercedes Baillargeon, Maïssa Benjeloul, Bénédicte Coste, Myriam Daly, Olivier Ducastel, Kevin Lambert, Pierre-Luc Landry, Jacques Martineau, Julia Mine, Mathias Carpula, May Telmisani et Philippe Young. Et l'ouvrage est publié par les éditions Somme Toute en 2023. Florian et Éric, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui, de nous avoir accordé cet entretien et au plaisir de discuter de votre prochain ouvrage d'ici quelques années peut-être. Merci beaucoup. Merci. L'espace de la pensée est immense. La volonté de lutter, toujours renouvelée. Pour un autre monde, une autre humanité. J'habite où je lutte. Je lutte. Sur ce thème, il y aurait encore tant d'autres choses à dire, à partager. Poursuivons les échanges par site web interposé. Retrouvez-nous sur j'habiteoujolutte.com pour découvrir les références des livres cités, des textes inédits, des entrevues, des vidéos, des photos, des illustrations. Et puis n'hésitez pas à nous écrire, à nous rejoindre. Ce projet est aussi le vôtre et vous y êtes les bienvenus. J'habite où je lutte est une production indépendante écrite, réalisée et animée par Vanessa Jérôme et Pierre-Luc Landry. Avec au montage, Sofian Al-Kurdi. À l'habillage sonore, Stéphania Bécanou et Sofian Al-Kurdi. Et à l'habillage visuel, Stéphania Bécanou.